Bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le test student. Le test student, c'est un test paramétrique. Si vous voulez comprendre ou vous devez revoir la vidéo des tests paramétriques et des étapes des tests paramétriques. Un test paramétrique obéit à la loi de la normalité. Aussi, il faut voir la vidéo de la loi de la normalité pour comprendre ce qui va suivre. Donc, le test student. Le test student existe sous trois formes. Le test student a une distribution simple, le test student a deux distributions indépendantes et le test student a deux distributions dépendantes. Donc, celui que nous utilisons en biologie, c'est celui-là. Le test student a deux distributions indépendantes. Mais ça ne fait pas de mal, je vais vous expliquer les autres variantes aussi. Donc, pour une distribution simple, il est utilisé généralement pour les sciences techniques, comme le génie de la matière, etc., pour tester des produits, etc., pour les tester. Donc nous n'allons pas voir cette partie, nous n'allons pas l'utiliser, vous n'allez pas l'utiliser au laboratoire ou dans vos expériences, vous n'allez pas l'utiliser en biologie. Par exemple, dans un test avec un test student à une distribution simple, si une usine, par exemple, dit qu'un appareil a une durée de vie, donc qu'est-ce qu'on va faire pour tester cette durée de vie? On va prendre plusieurs exemplaires de cet appareil, les laisser tourner, enregistrer le nombre d'heures qui ont pu fonctionner avant de s'arrêter, et faire une moyenne et comparer cette moyenne par rapport à la moyenne supposée que l'usine a avancée. D'accord? Donc, ça ne nous concerne pas. Le test T pour deux distributions dépendantes, généralement, il est utilisé pour les sciences humaines et pour les sciences médicales et pharmaceutiques. Pourquoi on appelle deux distributions dépendantes? C'est parce que, exemple, en médecine ou en pharmacologie, lorsqu'on veut tester un médicament, on va mesurer les constantes physiologiques des individus, du groupe qu'on a choisi, avant et après la prise du médicament. Donc, comme ça, on a deux distributions de données. Les données, par exemple la tension avant la prise du médicament contre la tension et après la prise du médicament. De comparer les deux pour voir l'effet du produit. Donc, celui-là aussi, donc pourquoi on dit deux distributions dépendantes? C'est parce que c'est le même groupe sur lequel on a testé le médicament. Il y a aussi des études qui sont faites sur des frères et sœurs, des couples, des jumeaux. S'il y a un lien entre les deux groupes testés, on appelle ça, on doit utiliser la formule du T pour deux distributions dépendantes. En biologie, généralement, on utilise le T pour deux distributions indépendantes, où on a un groupe témoin et un groupe expérimental. Les deux groupes sont complètement différents. 30 souris, 30 souris, 30 plats pétris, 30 plats pétris, le même milieu de culture. C'est la même variété de souris, 30 souris, 30 souris. Le plat pétri contient le même milieu, mais c'est 30 plats d'un côté et 30 plats différents de l'autre côté, qui n'ont aucune relation. C'est pour ça qu'on appelle ça T pour deux distributions indépendantes. Ok. Je préfère parler en premier des conditions d'utilisation. La première condition d'utilisation, c'est le test T est utilisé pour les données quantitatives. Pourquoi? Parce que pour calculer le T, on a besoin de la moyenne.
X bar. On verra par la suite. Parce que pour calculer l'indicateur, on doit utiliser la moyenne. Les moyennes existent seulement chez les données quantitatives. Si vous ne comprenez pas, revenez à la vidéo de type de données et de l'échantillonnage. Deuxième condition. Une ou deux distributions. Une ou deux distributions. Donc, on a déjà vu les trois variantes de test student. En biologie, on utilise généralement deux distributions. On est obligé d'avoir deux distributions, 30, 30, 50, 50, 100, 100, individus par distribution. Mesure, je veux dire. Donc, ce qui nous mène à la troisième condition, il faut un minimum de 30 par distribution. D'accord? Ce minimum de 30, il existe chez presque tous les tests statistiques, à part quelques-uns. Gardez en mémoire qu'il faut toujours un minimum de 30. Quoique, pour le test student, il y a une exception. Donc, la norme c'est 30. Mais il y a une exception, il peut supporter 10, un minimum de 10. Supporter, il peut tolérer un minimum de 10 si vous n'avez pas, suffisamment de matière biologique. D'accord? Mais la norme, c'est 30. Si vous prenez 10, il faudrait justifier pourquoi vous l'avez pris. C'est à cause de la rareté de la matière biologique. On n'a pas suffisamment de plantes ou de bactéries ou de milieux ou d'animaux pour tester avec 30 et 30. D'accord? Quatrième condition. Il peut supporter une différence de 5 entre les deux distributions. OK? Donc, par exemple, si vous commencez avec 30 et 30, par exemple, ou 50-50, il se peut que lorsque vous allez travailler au laboratoire, vous aurez des pertes. Vous oubliez des plats dans les tubes, ils sont brûlés, vous essayez un révélateur, vous essayez un réactif, et vous aurez des pertes. Donc, student, il peut accepter jusqu'à 5 de différence, 25-30. Par exemple, 35, 30-35, 50-45. Si la différence excède et est plus grande que 5, ça ne marche pas. Vous devez refaire votre expérience pour pouvoir utiliser le test student. Donc, parlons maintenant des étapes. Donc, comme tous les tests paramétriques, le test student ou le test T contient 6 étapes. La première étape, c'est alpha, l'erreur. Il faut la déterminer. Donc, on avait dit que alpha, si c'est l'humain, c'est 5%. Pour l'humain, si c'est une machine, c'est 1%. Ou là, ou 0,01. 0,05, c'est la même chose. 5% c'est 0,05. 1% c'est 0,01. Donc, celui qui choisit alpha, c'est vous, c'est l'expérimentateur. On a des normes, mais si vous avez alpha 10, 15, 20, etc., c'est vous qui déterminez. Le rôle de alpha, c'est pour protéger votre résultat. Lorsque vous faites une expérience, vous prenez en compte l'erreur qui est produite par l'appareil ou par vous-même. Si vous dites que j'ai obtenu tel résultat avec 10% de alpha, ça veut dire que
Si quelqu'un refait l'expérience, ou si vous la refaites vous-même, et que vous trouvez 2% de différence avec le premier résultat, donc c'est toujours correct. 4%, toujours correct. 5%, toujours correct. 8%, toujours correct. 10%, toujours correct. Parce que vous avez dit qu'il y avait 10% d'alpha. Si ça dépasse 10% de différence, donc vous vous êtes trompé quelque part. Soit vous avez mal fait votre expérience, soit vous avez mal choisi alpha. Donc, alpha, c'est une erreur. C'est pas quelque chose de bien. Il existe toujours alpha. Il y aura toujours une différence. Lorsque vous mesurez quelque chose deux fois, vous aurez toujours une différence à cause de l'appareil qui commet une erreur. Tous les appareils qui existent commettent une erreur. Donc, alpha, il faut prendre ce qui est nécessaire. Si vous devez prendre 10, c'est 10, pas moins, pas plus. Si vous devez prendre 15, c'est 15, pas moins, pas plus. Les normes, généralement, en examen ou dans la littérature ou dans les articles, sont de 5 pour l'humain et 1 pour la machine. Mais généralement, les machines ont moins de 1% et l'humain fait plus que ça. Mais les normes sont celles-ci. En examen, si c'est l'humain, c'est 5. Si c'est la machine, c'est 1. Si vous n'avez aucune idée, donc vous prenez 5 parce que c'est un humain qui l'a fait. D'accord? L'alpha absolu, l'alpha par défaut, c'est 5. Deuxième étape, c'est les hypothèses. H0, H1. H0, on l'appelle l'hypothèse initiale. H1, l'hypothèse de réussite. Ça veut dire quoi? L'hypothèse de réussite, l'hypothèse initiale. Ça veut dire quoi? Je vais vous faire deux exemples. Le premier exemple, c'est le régime. On l'a fait en cours en présentiel. J'espère que vous vous rappelez de cet exemple. Donc, si je veux tester un régime, un produit amaigrissant, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre deux groupes, un témoin et un expérimental. Au début, initialement, à 0, les deux moyennes de ces groupes, les poids moyens des deux groupes doivent être égales pour que je puisse comparer. Ils commencent au même niveau, à l'égalité. Si le produit est efficace, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer s'il réussit? La moyenne des poids va changer. Le groupe expérimental, leur poids va baisser par rapport au poids du groupe témoin, qui n'a pas pris l'amaigrissant. Un deuxième exemple, pour le diabète, celui-là aussi on l'a fait, on est en cours. Donc, on a pris un groupe de personnes diabétiques, d'accord, qui ont une moyenne de sucre dans le sang de 2 grammes par litre, et un groupe de personnes qui est saine, donc leur taux de sucre dans le sang, il est de 1 gramme. Donc on a commencé au début, l'initial, H0, c'était l'inégalité. Le groupe 1 et le groupe 2 sont inégales. 2 grammes, 1 gramme. Si le produit qui doit guérir le diabète, qu'est-ce qu'il va faire? S'il réussit, H1, la réussite, s'il réussit, les deux taux de sucre vont être égales. S'il réussit, s'il ne réussit pas, ça va rester différent. Vous comprenez? Donc pour le régime, on a commencé par deux poids pareils pour les deux groupes. On cherche qu'ils deviennent différents. Donc s'il reste pareil, l'hypothèse initiale, donc le produit n'a rien fait. Pour le deuxième exemple, l'expérience du produit contre le diabète, on a pris les diabétiques et les gens sains, qui sont différents au début. S'ils restent différents, le produit n'a rien fait. S'ils baissent le taux de sucre des diabétiques et ils le rendent normal, donc ils vont être égaux. Et ça sera une réussite. Troisième étape, c'est l'indicateur. T. 4, 5,
je dois un petit peu... Je dois sauter l'étape numéro 4 parce qu'elle n'a pas beaucoup d'importance. Vous verrez pourquoi on l'utilise. Mais le plus important dans le test statistique, dans le test paramétrique, c'est l'étape numéro 3 et l'étape numéro 5 qui est la valeur. La valeur critique. Et là, c'est l'indicateur statistique. OK? Donc, l'indicateur alpha, qui est l'erreur de mesure, elle existe toujours. Donc, lorsque vous, par exemple, vous allez peser ce stylo, vous aurez une mesure une première fois, et la deuxième mesure que vous mesurez, que vous faites, vous aurez une légère différence. La différence, elle existe toujours à cause de alpha. Si je fais une expérience et je cherche la différence, comme le cas du régime, si j'ai une différence, qui est-ce qui va me prouver qu'elle vient du régime et pas de alpha? C'est le test statistique. Et le test statistique, la mécanique, le fonctionnement du test statistique, le vrai test, c'est la comparaison entre l'indicateur et la valeur critique. C'est la comparaison entre les deux. Lorsqu'on compare les deux, c'est quoi l'indicateur statistique, c'est quoi la valeur critique? Vous allez comprendre. Donc, alpha va faire une légère différence entre les mesures. Alpha va faire une légère différence. Donc, l'indicateur, c'est la somme des variabilités. La somme des variabilités. C'est مجموع الاختلافات. La somme des variabilités entre les deux, dans le cas du T, c'est entre x bar 1 et x bar 2, la moyenne du groupe 1 et la moyenne du groupe 2. La différence entre les deux. On va rassembler toute la différence entre les deux dans l'indicateur. Et le comparer par rapport à la valeur critique. La valeur critique, elle joue le rôle d'un palier. C'est pour ça qu'on l'appelle valeur critique. C'est un palier. Si l'indicateur statistique est inférieur ou égal à la valeur critique, il y a très peu de variabilité, il y a très peu de différence. Les deux moyennes en réalité sont égales, sont restées égales. La différence qui existe, elle vient de alpha, de l'erreur de mesure. C'est l'appareil qui s'est trompé. En réalité, les deux moyennes n'ont pas changé. Ça, si l'indicateur est inférieur ou égal à la valeur critique. S'il est supérieur à la valeur critique, il y a beaucoup de variabilité, il y a beaucoup de différences. Ce n'est pas seulement alpha. Il y a aussi l'effet de quelque chose. L'effet du régime, par exemple. C'est lui qui a fait une différence. C'est pour ça que les deux moyennes sont devenues différentes. Parce que réellement, le régime, il a baissé le poids. Donc, la comparaison entre l'indicateur statistique et la valeur critique va me donner deux résultats possibles. Soit l'indicateur est inférieur ou égal à la valeur critique, ce qui signifie que les deux moyennes sont égales, soit T est supérieur à la valeur critique, ce qui signifie que les deux moyennes sont différentes. Lorsque vous avez construit vos hypothèses, quel que soit le résultat que je vais obtenir, soit le numéro 1, soit le numéro 2, je prends ce résultat et je vais vérifier. Est-ce que ce résultat, il existe dans l'hypothèse de réussite ou dans l'hypothèse initiale? Si je le trouve dans l'initiale, ça veut dire que l'expérience n'a pas réussi, n'a pas marché. Initiale, elle est restée pareille. Le régime, les moyens sont restés pareils. Le diabète, les moyens sont restés différents. On est resté sur A0. L'hypothèse initiale, l'hypothèse négative. Si je trouve le résultat dans le H1, dans l'hypothèse de réussite, donc c'est bon, il a bien marché, donc le résultat a bien marché. Inférieur ou égal ou supérieur ne veut pas dire échec ou réussite, mais il veut dire ça et ça.
Je vais prendre le résultat, n'importe lequel, je vais trouver, soit celui-là, soit celui-là. Et s'il se trouve dans H0, l'expérience n'a pas marché. S'il se trouve dans H1, l'expérience a réussi. Et j'écris ma conclusion. L'étape numéro 6, conclusion. Donc, il reste quelques étapes qu'on n'a pas expliquées. Donc, alpha et le DDL. Le DDL est égal à N1 plus N2 moins 2. N1, c'est le nombre d'individus dans le groupe 1. N2, c'est le nombre d'individus dans le groupe 2. Alpha va m'aider à trouver la valeur critique. Le DDL va m'aider à trouver la valeur critique. Les hypothèses vont m'aider à faire la conclusion. Mais, vous voyez, tous ces étapes 1, 4, 2 sont des étapes qui vont aider les autres étapes. Mais en réalité, le test, c'est la comparaison entre T et la valeur critique. C'est toujours dans le test paramétrique, c'est la comparaison entre l'indicateur et la valeur critique. Donc, comment avoir la valeur critique? Comment l'avoir? Dans le tableau des valeurs critiques, le voilà. Vous voyez ici, il y a alpha pour une distribution, alpha pour deux distributions. Nous, on utilise dans la biologie alpha pour deux distributions indépendantes. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour deux distributions. Ne vous trompez pas, c'est pas une mais deux distributions. Donc alpha va me montrer quelle colonne. Donc là, 0,2, ça veut dire 20%. 0,1, ça veut dire 10%. 0,05, c'est 5%. 0,02, c'est 2%. 0,01, c'est 1%. Donc en général, c'est soit celui-là, soit cette colonne, soit cette colonne. Dans l'expérience, dans mon exemple, par exemple, on a alpha est égal à 5. Donc c'est ça la colonne que je vais utiliser. Le DDL, lorsque je vais calculer le DDL, voilà, 1, 2, 3, etc. Donc le DDL, lorsque je croise les deux, mon alpha, la colonne qui est montrée par alpha, et la ligne qui est montrée par le DDL, lorsque je croise les deux, je vais obtenir ma valeur critique. Comment écrire une conclusion? Donc, vous écrivez, c'est ça une conclusion, c'est un résumé en quelque sorte. Donc vous écrivez avec alpha, vous donnez le alpha, 0,05 ou 0,01. Nous avons obtenu un t, vous donnez la valeur du t, soit il est supérieur ou inférieur ou égal, l'une des deux, à la valeur critique, vous donnez la valeur critique, virgule. Donc, si le résultat que vous avez trouvé se trouve dans le A0, donc c'est l'échec de l'expérience, donc vous le formulez avec vos propres mots, le régime n'a rien donné, le diabète, le produit n'a pas baissé le sucre dans le sang des malades, etc., etc. Si ce que vous avez trouvé se trouve dans le H1, donc là vous dites oui, il a bien fonctionné, il a donné un résultat, il a baissé le taux de sucre, il a baissé la tension, etc. Vous parlez de l'effet du traitement que vous, ou du facteur que vous étudiez. D'accord? Le plus important, c'est la partie après le donc. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui va vous aider à décrire le donc, la vraie conclusion, c'est le résultat que vous trouvez. Où est-ce qu'il se trouve dans H1 ou dans H0? S'il se trouve dans H1, c'est une réussite. Vous écrivez la réussite avec vos propres mots. Si c'est H0, donc il n'a rien donné, c'est pas efficace, ça ne donne rien, etc., etc. Donc, revenons à T.
T est égal x bar 1, la moyenne du premier groupe, moins la moyenne du deuxième groupe, sur SE. SE est égal sigma 1 au carré sur N1, sigma, on va parler de sigma 1 et N1, plus sigma 2 au carré sur N2. C'est la variance du premier groupe, la variance du deuxième groupe, le nombre d'individus dans le premier groupe, le nombre d'individus dans le deuxième groupe. En réalité, on a dit que lorsqu'on a la loi de la normalité qui s'applique, ici vous avez donc quelque part, vous avez le groupe 1 et le groupe 2. Ici par exemple, vous avez la moyenne du premier groupe. Lorsqu'on compare deux groupes de façon paramétrique, on compare la majorité avec la majorité. Ce n'est pas 100% avec 100%. Donc on compare x bar 1 plus ou moins sigma 1 avec x bar 2 plus ou moins sigma 2. D'accord? Le sigma 1, il a un rôle, il va me montrer, par exemple, si cela pèse 60, la moyenne c'est 60 kg, et sigma est égal à 3 kg. Donc, je sais que ce groupe, 60% de ce groupe, leur poids est entre 63 et 57. D'accord? Plus ou moins 3 kg. Le groupe 2, par exemple, on suppose, un exemple, 58, par exemple. Et là, c'est 2 et 2. Donc, ce groupe-là, les 60% de ce groupe, la majorité de ce groupe, se trouve entre 60 et 56. Ça, c'est un exemple. Dans le test student, vous allez comparer les 60% avec les 60%. Donc, si on revient à l'exemple du régime, on a pris deux groupes qui ont deux sigma différents, x bar 1, x bar 2 différents, plus sigma 1 moins sigma 1, plus sigma 2 moins sigma 2, d'accord? Au début, ils étaient pareils. Après 3 mois de prise de produits amaigrissants, il y a une légère différence. Sauf qu'il y a un problème. Lorsque je dois comparer, dans le test, à l'intérieur du test, lorsque je dois comparer, sigma 1 me montre 60% pour le groupe 1. Il a une signification pour le groupe 1, mais il n'a aucune signification pour le groupe 2. Et sigma 2, il a une signification pour le groupe 2. Il délimite les 60%. Mais il n'a aucune signification pour le groupe 1. Donc, pour pouvoir comparer, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les sigma 1 et 2 avec le SE. Déjà, le SE, c'est une approximation des deux. Donc, c'est le produit des deux. C'est un sigma commun. C'est un sigma commun. Donc, ici, on va maintenant comparer x bar 1 plus ou moins SE, x bar 2 plus ou moins SE. Donc, si on revient au tableau des valeurs critiques, on voit que les valeurs sont à peu près aux alentours de 2. Et ce n'est pas par hasard. Pourquoi c'est pas exactement, pourquoi valeur critique n'est pas égale à 2? C'est parce que alpha. Donc là, il y a une prise de compte de alpha. C'est plus ou moins 2 à cause de alpha. Donc, pourquoi 2? Supposons que t est égal à 1. Donc, la formule de t, c'est x bar 1 moins x bar 2. C'est cette distance-là. C'est ça, x bar 1 moins x bar 2. C'est la distance entre x bar 1 et x bar 2. C'est la distance entre les deux. Il y a combien de SE lorsqu'on écrit x bar 1 moins x bar 2 sur SE? Là, c'est une question. Là, je peux l'écrire sous forme de question, comme je peux écrire 6 est égal 3, non, 3 est égal 6 sur 2. Il y a combien de 3 dans le 6? Ah, il y a combien de 2 dans le 6? Il y en a 3. C'est la même chose ici. Entre l'espace des deux, il y a combien de SE?
Prenons un exemple. Si t est égal, par exemple, est égal à 3, ça veut dire que dans cet espace, entre x bar 1 et x bar 2, il y a 3 SE. SE, SE, SE. Donc, ce groupe-là, déjà, c'est moins SE, plus SE. Le groupe en bas, c'est plus SE, moins SE. Donc, le deuxième, il remonte avec un seul SE. Le premier, il descend avec un SE. D'accord? Il reste toujours un espace. Donc, c'est comme ça. Il reste toujours un espace ici. Donc, les 60% ici et 60% ici ont des valeurs complètement différentes. Il n'y a pas de chevauchement. Par exemple, lorsqu'on a commencé avec ça, avec ce modèle, pour le régime, on a commencé avec la même moyenne, avec des SE différents, mais on avait la même moyenne. Si le régime, il influence l'un des groupes, normalement, toutes les personnes dans la majorité deviennent différentes des personnes qui sont dans le deuxième groupe. Parce que si le médicament, si l'amaigrissant, il est efficace pour tout le monde, pour la majorité. Donc, si T est égal à 1, donc il y a un seul SE entre les deux. Donc, entre x bar 1 et x bar 2, il y a un seul SE. Celui-là va descendre avec moins SE, l'autre va monter avec plus SE. Voilà, je complète les... Voilà, plus SE. Donc il y a ici un chevauchement. Il y a quelque part un chevauchement. Ça veut dire quoi? Il y a une partie des gens qui n'ont pas maigri. Le produit n'est pas efficace chez eux. Alors que normalement, s'il est efficace pour tout le monde. Donc je devrais avoir complètement... Donc là c'est 1, 3 c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'il en est de t est égal à 2 par exemple? À peu près 2. T est égal à la valeur critique. Ça veut dire que à peu près 2, celui-là va descendre de 1, l'autre va monter de 1, et se touche. Donc si c'est inférieur à la valeur critique, égal à la valeur critique, c'est toujours alpha. Les deux moyennes sont égales. S'il est supérieur à la valeur critique, les deux moyennes sont différentes. C'est ça le mécanisme du test student. Pourquoi la valeur critique est à peu près égale à 2? Parce que, en réalité, t est égal à la distance entre les deux, l'ensemble des variabilités. On a quoi comme variabilité? On a la différence entre les deux moyennes. Il y a combien de SE? Si c'est inférieur à la valeur critique, inférieur à 2, donc c'est comme ça. Si c'est égal à peu près à la valeur critique, donc c'est comme ça. Il y a encore des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas été affectés par l'amaigrissement. Si c'est supérieur à la valeur critique, donc tout le monde a maigri par rapport au deuxième groupe. D'accord? Inférieur, égal, supérieur. C'est la même chose. Donc, inférieur ou égal, les deux moyennes sont égales. On en a déjà parlé. Supérieur, les deux moyennes sont différentes. Donc, il est efficace. Pour le cas du régime.